Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Graham Parks avait bâti sa vie comme une forteresse, méthodique, réfléchie, impitoyable face à la faiblesse. À 42 ans, il imposait le respect dans chaque pièce où il entrait. Ses yeux gris acier avaient vu le combat lors de 2 missions à l'étranger, et ses mains portaient les callosités d'un homme qui s'était frayé un chemin à travers le néant pour accéder à tout. La cicatrice qui courait le long de sa tempe gauche, souvenir de Kandahar, lui rappelait à jamais que survivre signifiait ne jamais montrer de pitié envers ses ennemis. Il avait rencontré Darla Simpson 15 ans auparavant lors d'un gala de charité pour les anciens combattants. Elle avait alors 25 ans, blonde et belle, avec un rire contagieux qui le faisait croire aux secondes chances. Sa mère, Betty Simpson, était veuve et peinait à joindre les deux bouts. Et Graham lisait dans son regard une part du désespoir de sa propre mère. En épousant Darla, il avait pratiquement adopté toute sa famille, les faisant sortir de leur appartement exigu pour un monde de confort et de sécurité. Leur fille, Paige, aujourd'hui âgée de 16 ans, était la fierté et la joie de Graham. Née à 27 ans, Darla avait hérité de la détermination et de l'intelligence vive de son père, malgré les traits plus doux de sa mère. Excellente élève, capitaine de l'équipe de débat, elle avait récemment été acceptée dans un prestigieux programme d'été du MIT, malgré son jeune âge. Graham voyait en elle un potentiel illimité, le genre de génie capable de changer le monde. Mais récemment, quelque chose avait changé chez les Parks. Darla était devenue distante, critique, surtout envers Paige. Graham attribuait cela au stress. Son empire du bâtiment avait connu une croissance exponentielle ces 5 dernières années, et le succès s'accompagnait de pression. Ils travaillaient plus d'heures, concluant des contrats qui assureraient l'avenir de leur famille pour des générations. Darla se sentait peut-être négligée. La famille s'était réunie pour le dîner du dimanche, une tradition que Graham tenait à respecter malgré son emploi du temps chargé. Betty Simpson était assise à la table en acajou, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, vêtue de la robe de créateur que Graham lui avait offerte pour son anniversaire. Elle s'était sentie à l'aise dans son rôle de matriarche de leur cercle social aisé, organisant souvent des événements caritatifs et des garden parties pour les riches épouses des associés de Graham. Paige était plus silencieuse que d'habitude, picorant sa nourriture. Elle avait pris environ 5 kilos pendant l'hiver, normal pour une adolescente en pleine croissance, pensa Graham. Mais il avait remarqué les commentaires de plus en plus acerbes de Darla à ce sujet. Des commentaires qui lui faisaient serrer la mâchoire d'une colère à peine contenue. J'envisageais de prendre un coach sportif, dit Paige doucement, essayant de contribuer à la conversation sur la santé et le fitness vers laquelle Darla avait orienté la discussion. Oh, ma puce, rit Darla, mais sans chaleur. Je crois qu'on a largement dépassé le stade où un coach peut t'aider. Elle fit un geste dédaigneux à sa fille. Regarde cette grosse cochonne. Pas étonnant qu'elle n'arrive pas à se trouver un petit ami. Les mots frappèrent la table comme un coup de poing. La fourchette de Graham se figea à mi-chemin de sa bouche, ses jointures blanchissant à mesure que sa prise se resserrait. Mais avant qu'il puisse parler, le gloussement de Betty emplit la salle à manger. Elle mourra seule et misérable, ajouta la vieille femme avec une satisfaction cruelle. Tout comme ma sœur Margaret, grosse et oubliée. Le visage de Paige se décomposa. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle s'écartait de table et s'enfuyait à l'étage. Les portes de sa chambre claquèrent avec une force telle qu'elles firent trembler le lustre. Graham posa sa fourchette avec une précision délibérée. Lorsqu'il releva les yeux, ses yeux étaient devenus plats et froids, la même expression que ses ennemis en Afghanistan avaient aperçue dans leurs derniers instants. Darla affichait toujours un sourire narquois, apparemment fier de sa cruauté, tandis que Betty hochait la tête d'un air approbateur. « Excusez-moi, » dit Graham doucement, sa voix imprégnée du calme mortel qui avait précédé chaque frappe stratégique qu'il avait ordonnée. Il se leva et suivit sa fille à l'étage. Il trouva Paige recroquevillée sur son lit, sanglotant dans son oreiller. Ce son déchira quelque chose de primitif dans la poitrine de Graham. La même rage protectrice qu'il avait ressentie en voyant les membres de son escouade tomber sous le feu ennemi. Mais cet ennemi vivait chez lui. « Papa, je suis vraiment désolé, » murmura Paige en le voyant. « Je sais que j'ai pris du poids. Je sais que je ne suis pas assez jolie. Arrête. » Graham s'assit au bord de son lit, sa grande main posée doucement sur son épaule. « Tu m'écoutes, Paige Elizabeth Parks. Tu es brillante, belle et capable de tout ce que tu décides d'entreprendre. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Mais maman dit, ta mère a tort. Les mots furent plus durs qu'il ne l'aurait voulu, et elle ne te parlera plus jamais ainsi.
Graham resta auprès de sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis redescendit. La salle à manger était vide. La table débarrassée. Il trouva Darla dans leur chambre, déjà en chemise de nuit en soie, en train d'appliquer une crème onéreuse sur son visage. Une crème qu'il avait payée dans une maison qu'il avait construite, vivant une vie rendue possible par ses sacrifices. « Il faut qu'on parle », dit-il en fermant la porte derrière lui. Darla ne se détourna pas de son miroir de courtoisie. « Si c'est à propos du dîner, tu exagères. Paige a besoin d'entendre la vérité. Le monde réel ne va pas la câliner comme tu le fais. Le monde réel. » La voix de Graham se réduisit à un murmure. « Tu veux parler du monde réel ? J'ai vu ce que la cruauté fait aux gens. Darla, je l'ai vu détruire des âmes. Et je serais damné si je laissais cela arriver à ma fille. » « Ta fille ? » Darla finit par tourner son visage moqueur. « La dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui l'ai portée pendant 9 mois. Peut-être que si tu étais plus présent au lieu de jouer les hommes d'affaires, tu comprendrais qu'il faut la préparer à la réalité. » Graham scruta le visage de sa femme, cherchant la moindre trace de la femme qu'il avait épousée. La femme qui pleurait en lisant des histoires d'animaux abandonnés et qui insistait pour qu'il donne des cadeaux de Noël au refuge pour enfants chaque année. Cette inconnue froide et vindicative portant son visage était quelqu'un de complètement différent. « Touche encore ma fille avec des mots pareils, » dit Graham doucement. « Et tu découvriras à quel point le monde réel peut être cruel. » Il dormit dans la chambre d'amis cette nuit-là, apprendrait finalement que Paige Parks était sous la protection d'un homme qui a récompensé la loyauté et puni la trahison avec une minutieuse égale. Le sort de ses ennemis a servi de rappel permanent des conséquences de la menace de sa famille. Darla existait dans un état de pauvreté perpétuelle et d'isolement. Ses tentatives de reconstruire sa vie ont constamment contrecarré par sa réputation et le réseau de Graham. Elle avait vieilli considérablement au cours des 2 dernières années. Le stress de l'insécurité financière et de l'ostracisme social faisant un bilan visible sur son apparence et santé. Ses tentatives de contacter Paige étaient devenues de plus en plus désespérées et pathétiques. Des lettres, des courriels, des tentatives de l'approcher à l'école, tous ont rencontré un rejet complet d'une fille qui avait appris à reconnaître la manipulation et la cruauté envers ce qu'elles étaient. Graham avait enseigné à Paige que le pardon était un luxe qui ne pouvait être offert que lorsqu'il ne compromet pas la sécurité ou les principes. « Je l'ai vu la semaine dernière », a mentionné Paige avec désinvolture en organisant ses lettres d'acceptation. « Maman. Je veux dire, elle travaillait dans ce magasin à prix réduit près du centre commercial. » Graham leva brusquement. « A-t-elle approché vous ? » Elle a essayé de commencer à pleurer, disant qu'elle était désolée qu'elle avait changé. L'expression de Paige est restée froide et analytique. Je lui ai dit que certains choix avaient des conséquences permanentes et elle avait besoin d'accepter les résultats de ces résultats. Graham a ressenti une vague de fierté face à la réponse de sa fille. Elle avait appris la leçon qu'il avait essayé d'enseigner à travers son exemple, cette gentillesse sans force était la vulnérabilité, et que certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées sans encourager la répétition. Betty Simpson était décédée l'hiver précédent, seule dans son logement subventionné. Les funérailles avaient été une petite affaire mal fréquentée que ni Graham ni Paige n'avaient pris la peine d'y assister. Darla avait été forcée d'enterrer sa mère dans la tombe d'un popé, incapable de se permettre de mieux sur le salaire de son grand magasin. La femme qui avait vécu luxueusement au large de la générosité de Graham était décédée dans la pauvreté, abandonnée par la fille, elle avait manipulé pour détruire sa propre famille. La situation de D'Angelo s'était encore plus détériorée. Sa condamnation et son enregistrement en tant que délinquant sexuel avaient rendu un emploi stable impossible, et ses tentatives de quitter la zone ont été constamment contrecarrées par les exigences de libération conditionnelle et son incapacité à économiser de l'argent pour la réinstallation. Le réseau de Graham a veillé à ce que chaque demande d'emploi soit rejetée, chaque location d'appartement niée, chaque tentative de reconstruction a rencontré une obstruction systématique. L'homme qui avait autrefois vécu la générosité de femmes riches a maintenant survécu sur les coupons alimentaires et les paiements d'invalidité. Sa santé s'est détériorée par le stress et la pauvreté. Sa famille est restée éloignée, ses anciens amis l'ont évité et ses tentatives de nouer de nouvelles relations ont été entravées par son casier judiciaire et sa réputation. Il existait comme un avertissement vivant de ce qui est arrivé à ceux qui ont menacé la famille de Graham Park. Mais la victoire la plus satisfaisante de Graham a été la transformation de sa relation avec Paige. La crise avait éliminé tout conflit potentiel entre sa loyauté envers sa femme et son devoir envers sa fille. Maintenant, son objectif était absolu et indivis,
et Paige avait répondu en devenant tout ce qu'il espérait qu'elle pourrait être. J'ai pensé à ce que je veux étudier, a déclaré Paige, interrompant ses réflexions. L'ingénierie est définitivement ma majeure, mais je veux mineur en affaires et peut-être la psychologie. Vous prévoyez de prendre le contrôle de l'empire familial? Demanda Graham avec amusement. Peut-être un jour, mais je veux aussi comprendre comment les gens travaillent, ce qui les motive, ce qui les fait trahir les gens qui se soucient d'eux. Son expression est devenue sérieuse. Je veux m'assurer de ne jamais faire les erreurs que maman a commises. Ne devenu jamais le genre de personne qui fait mal aux gens qui les aiment. Graham hocha la tête avec approbation. Détruit que la fille était en plein essor et son héritage était en sécurité. Comprendrait les conséquences de la sous-estimation de l'homme qui avait survécu à la guerre, a construit un empire et a protégé sa famille par une force écrasante. La nouvelle dynastie qu'il avait construite avec sa fille durerait longtemps après que les noms de ses trahisons aient été oubliés. Certaines leçons, Graham le savait, ne pouvaient être enseignées que par la victoire complète et permanente. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Yeux rivés au plafond tandis que les pièces d'un puzzle commençaient à se former dans son esprit. Le comportement récent de Darla, son intérêt soudain pour la forme physique et l'apparence, ses absences inexpliquées lors de ses voyages d'affaires, ses appels téléphoniques interrompus brutalement à son entrée dans la pièce, les relevés de cartes de crédit indiquant des achats dans des restaurants où il n'était jamais allé, et parfois même lorsqu'elle prétendait faire partie d'un club de lecture. Graham Parks avait survécu à 2 missions de combat en prêtant attention à des détails que les autres ignoraient, et ces détails lui racontaient une histoire qu'il refusait de croire. Chapitre 2. Ombre et révélation. Le lendemain matin, Graham prit une décision qui aurait semblé paranoïaque à la plupart des gens, mais qui semblait relever du protocole de survie élémentaire pour un homme formé au renseignement militaire. Il contacta une société d'enquête privée, non pas une agence coûteuse et prestigieuse qui s'adressait aux conjoints suspects, mais une agence plus modeste dirigée par d'anciens militaires contractuels qui comprenaient l'importance de la discrétion et de la rigueur. Marcus Webb avait servi sous les ordres de Graham en Afghanistan, un discret spécialiste de la surveillance et du renseignement. Lorsque Graham appela, Marcus ne posa aucune question, se contentant de demander un calendrier et un budget. En 48 heures, Graham avait mis en place un dispositif de surveillance complet, localisation GPS du véhicule de Darla, surveillance de ses communications électroniques et surveillance physique discrète de ses activités quotidiennes. Pendant ce temps, la vie au foyer des Parks conservait une apparence de normalité. Darla continuait sa routine de déjeuner de charité et de course. Graham remarqua cependant qu'elle prenait plus soin de son apparence que jamais. Elle avait recommencé à se parfumer, chose qu'elle avait arrêtée depuis des années, et avait récemment acheté plusieurs nouveaux ensembles de lingerie qui n'étaient jamais apparus dans leur chambre. Paige, quant à elle, s'était repliée sur elle-même. Elle excellait toujours à l'école, mais Graham voyait bien les dégâts causés par les paroles de Darla. Sa fille, autrefois confiante et extravertie, prenait désormais ses repas en silence et évitait autant que possible les réunions de famille. La vue de son moral diminué nourrissait la colère froide qui montait dans la poitrine de Graham. Betty Simpson avait emménagé dans leur maison d'hôte 2 ans plus tôt après avoir vendu la sienne. Une autre générosité de Graham qui lui semblait désormais une erreur tactique. Elle passait ses journées à faire du shopping avec l'argent de Darla et ses soirées à bavarder avec d'autres retraités fortunés au country club financé par la cotisation de Graham. Sa présence au dîner du dimanche était devenue une source de tension constante, car elle semblait considérer la cruauté envers Paige comme un divertissement. 5 jours après la mise en place de la surveillance, Marcus a appelé pour lui faire part de ses conclusions préliminaires. Ils se sont rencontrés dans un café du centre-ville. 2 anciens soldats partageaient des informations avec l'efficacité clinique d'un briefing militaire. Votre femme a une liaison, a dit Marcus sans préambule, en glissant une enveloppe en papier craft sur la table. Un certain D'Angelo Lawson, 34 ans, travaille comme entraîneur personnel dans une salle de sport haut de gamme de l'autre côté de la ville, Elite Fitness. Il se voit régulièrement depuis environ 8 mois. Graham ouvrit l'enveloppe et trouva des photos qui confirmèrent ses pires soupçons. Darla et un homme noir, grand et musclé, entrant ensemble dans des chambres d'hôtel, s'embrassant sur le parking d'un restaurant. Le visage de sa femme exprimait, dans ces instants volés, un bonheur plus sincère que Graham n'en avait vu depuis des années. Il y a plus, poursuivit Marcus. La belle-mère sait qu'elle a couvert votre femme, fourni des alibis, et même organisé certaines rencontres. Ils ne sont pas vraiment prudents dans leur communication. La trahison de Betty Simpson l'a frappé presque aussi fort que l'infidélité de Darla. Graham avait sorti cette femme de la pauvreté,
l'avait traité comme un membre de sa famille, et elle le lui rendrait en facilitant son humiliation. L'armée lui avait appris que la trahison des alliés était plus dangereuse que l'hostilité ouverte des ennemis. « Je veux tout », dit Graham doucement. Dossiers financiers, journaux de communication, habitudes de voyage, chaque détail de leurs opérations. C'est suffisant pour un divorce, souligna Marcus. Propre, simple. Tu gardes tes atouts. Je ne m'intéresse pas à la simplicité. La voix de Graham était aussi glaciale que celle qui avait précédé ses actions militaires les plus décisives. Quand quelqu'un déclare la guerre à ma famille, j'y mets fin. Ce soir-là, Graham était assis dans son bureau, examinant les rapports de renseignement tout en planifiant ses prochaines actions. La pièce était tapissée de félicitations militaires, de photos de ses missions et des documents de planification stratégique qu'il avait aidé à bâtir son empire de la construction à partir de rien. Il avait appris depuis longtemps que la victoire exigeait de la patience, de la préparation et la volonté de frapper au moment où l'ennemi se sentait le plus en sécurité. Darla frappa à la porte de son bureau vers 23 heures, entrant avec le sourire faux qu'elle arborait plus fréquemment ces derniers temps. « Tu as encore travaillé tard », dit-elle en se déplaçant derrière sa chaise pour lui masser les épaules. « On devrait peut-être prévoir des vacances, rien que tous les deux. » Graham sentit ses mains sur ses épaules et se demanda depuis combien de temps elle perfectionnait cette interprétation. Combien de fois l'avait-elle touchée en pensant à un autre homme? Combien de mensonges avait-elle proférés en planifiant leur mariage? Destruction? Ça a l'air sympa, répondit-il d'un ton neutre. Où pensais-tu? Peut-être un endroit tropical. D'Angelo, je veux dire, mon entraîneur me parlait de magnifiques complexes hôteliers dans les Caraïbes. Son lapsus était si désinvolte, si négligent que Graham en admirait presque l'audace. Elle devenait négligée, trop sûre d'elle. En termes militaires, elle avait révélé sa position tout en se croyant encore camouflée. « Je vais me renseigner », dit Graham en se tournant vers elle. « Au fait, comment se passe ton entraînement? Tu as l'air plus heureux ces derniers temps. » Le sourire de Darla devint plus sincère. « Oh, c'est merveilleux. D'Angelo est un si bon instructeur. Très pragmatique. » Elle rit à ce qu'elle considérait clairement comme une plaisanterie privée. Il sait vraiment me pousser dans mes retranchements. Graham hocha la tête pensivement. J'aimerais le rencontrer un jour. Remercie-le d'avoir si bien pris soin de ma femme. L'espace d'un instant, la peur traversa les traits de Darla, mais elle fut vite remplacée par son sourire expert. Peut-être un jour. Très occupé. Après son départ pour leur chambre, un espace que Graham n'avait pas partagé depuis plus d'une semaine, il retourna à ses documents de planification. Marcus lui avait fourni des renseignements détaillés sur D'Angelo Lawson, son passé, ses antécédents professionnels, sa situation financière et ses relations personnelles. L'homme était exactement ce que Graham attendait, beau, charmant et dénué de tout fondement ni d'intégrité. D'Angelo avait déjà eu des liaisons avec des clientes mariées. Bien qu'il ait pris soin de ne jamais laisser ses relations devenir trop sérieuses pour menacer ses moyens de subsistance, il conduisait une voiture de luxe hors de prix, vivait dans un appartement au-dessus de ses moyens et subvenait à ses besoins grâce à la générosité de femmes au foyer solitaire en quête de sensations fortes. C'était un prédateur professionnel qui avait commis l'erreur de cibler la famille de Graham Park. Graham passa le reste de la nuit à élaborer ce qu'il appelait des paramètres opérationnels. Contrairement à ses rivaux commerciaux ou à ses ennemis militaires, Darla et D'Angelo avaient fait de cette affaire une affaire personnelle en attaquant sa fille. Ils déclarèrent la guerre à tout ce que Graham considérait comme sacré, et ils apprendraient la différence entre combattre un homme d'affaires et combattre un soldat. La phase suivante nécessiterait une collecte de renseignements plus détaillée. Graham avait besoin de comprendre. Non seulement ce que faisaient ses ennemis, mais aussi ce qu'ils désiraient, ce qu'ils craignaient et ce à quoi ils tenaient le plus. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait planifier leur destruction avec la précision et la minutie qu'ils méritaient. À l'aube sur la ville que Graham avait contribué à bâtir, il prit mentalement note de renforcer la sécurité autour de Page. Sa fille était la victime innocente de cette guerre, et sa protection restait son objectif principal. Tout le reste, y compris sa propre réputation, sa liberté et son avenir, était secondaire pour que sa fille sorte renforcée de ce conflit. L'ennemi avait lancé son premier coup avec cette attaque cruelle lors du dîner du dimanche. C'était maintenant au tour de Graham, et il comptait bien la rendre décisive. Chapitre 3. L'architecte de la ruine. 3 semaines après le début de son opération de renseignement, Graham avait élaboré un plan de bataille complet qui aurait impressionné ses anciens commandants.
Chaque détail de la liaison entre Darla et D'Angelo avait été documenté, catalogué et analysé pour en évaluer la valeur stratégique. Mais surtout, Graham avait identifié le réseau de trahison le plus profond, qui allait bien au-delà du simple adultère. La surveillance avait révélé que Betty Simpson n'était pas seulement complice. La liaison de sa fille. Elle en était la principale instigatrice. Des enregistrements audio la montraient encourageant activement Darla à trouver le bonheur tant qu'elle est jeune et belle, et considérant Graham comme un simple aliment, rien de plus. Depuis des mois, elle montait Darla contre Graham et Paige, les considérant comme des obstacles à la liberté de sa fille. Plus grave encore fut la découverte que Darla minait systématiquement l'estime de soi de Paige depuis plus d'1 an, non par une tentative mal avisée de motivation, mais par un ressentiment sincère. Dans des conversations téléphoniques enregistrées avec sa mère, Darla se plaignait que la réussite scolaire de Paige la faisait se sentir stupide et inutile, et que la fierté évidente de Graham pour leur fille lui donnait l'impression d'être remplacée par une adolescente de 16 ans. La cruauté du dîner du dimanche n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'une campagne délibérée visant à détruire la confiance de Paige. Darla et Betty s'en prenaient systématiquement aux membres le plus vulnérables de leur famille, usant d'une guerre psychologique contre un enfant qui leur faisait entièrement confiance. Cette révélation transforma la colère de Graham en une colère plus froide et plus concentrée. Il avait combattu des trafiquants d'êtres humains et des criminels de guerre qui faisaient preuve de plus de compassion que sa propre femme et sa belle-mère. Elle ne le trahissait pas seulement. Elle détruisait activement un enfant innocent pour leur propre satisfaction psychologique. L'empire commercial de Graham lui avait appris que la destruction la plus efficace ne venait pas d'attaques externes, mais de l'effondrement interne. Il entreprit alors ce qu'il appelait la phase 2, le démantèlement systématique des structures de soutien de son ennemi, alors que celui-ci ignorait totalement le danger. D'abord, il utilisa ses relations pour rendre la situation professionnelle de D'Angelo de plus en plus précaire. Elite Fitness faisait partie d'une chaîne appartenant à l'un des associés de Graham, et quelques inquiétudes soigneusement formulées concernant des relations inappropriées avec des clients mariés conduisirent à une surveillance accrue de la conduite professionnelle de D'Angelo. Si elle ne suffisait pas à le licencier immédiatement, la pression était suffisante pour le rendre nerveux et sur la défensive. Simultanément, Graham commença à manipuler subtilement l'environnement social de Darla et Betty. Il déclina des invitations à des événements caritatifs et à des réunions mondaines où elles avaient bâti leur réputation de famille gracieuse. Un homme d'affaires prospère. Privé de sa présence et, par extension, de sa crédibilité financière et sociale, les deux femmes se retrouvèrent progressivement exclues des cercles d'élite auxquels elles s'étaient habituées. La beauté de ces premières manœuvres résidait dans leur subtilité. Aux yeux des observateurs extérieurs, Graham apparaissait comme un mari dévoué, aux prises avec le stress professionnel. Il manifestait publiquement son affection envers Darla, envoyait des fleurs à son bureau et suggérait même une thérapie de couple, sachant qu'elle refuserait de risquer de révéler sa liaison. Entre-temps, ces renseignements avaient révélé une vulnérabilité cruciale dans la position de son ennemi. D'Angelo ne courait pas après Darla uniquement pour le plaisir. Il la courait pour l'argent. Des enregistrements le montraient discutant de la fortune de Graham avec un intérêt évident, faisant des commentaires sur le potentiel d'héritage de Darla, révélant sa planification à long terme. Cette liaison n'était pas qu'une question de passion. Il s'agissait de se positionner pour un gain financier important. Cette découverte donna à Graham l'influence nécessaire pour la phase 3, la construction d'un piège élaboré qui détruirait ses ennemis en utilisant leur propre cupidité et leur arrogance contre eux. Graham organisa un voyage d'affaires à Chicago, informant Darla de son absence. Une semaine avant la conclusion d'un important contrat de construction. Comme prévu, elle prévoyait immédiatement de passer du temps avec D'Angelo, organisant même le séjour de Betty chez eux pour surveiller Paige. Le véritable objectif était clairement de couvrir une trahison plus importante. Au lieu de se rendre à Chicago, Graham s'installa dans un hôtel de l'autre côté de la ville et mit en œuvre la phase finale de son opération de surveillance. Il observa Darla faire entrer D'Angelo dans leur maison familiale. La maison que Graham avait construite de ses propres mains et lui permettre de dormir dans leur lit conjugal pendant que Paige faisait ses devoirs à l'étage. Le degré d'irrespect était stupéfiant. Non seulement ils affichaient leur liaison dans la maison familiale, mais ils le faisaient en présence de sa fille, ajoutant une couche supplémentaire de dommages psychologiques à leur campagne contre son enfant. Mais l'information la plus révélatrice survint lors de la 3e nuit de son absence supposée. Graham observa, grâce à des caméras cachées, Darla, D'Angelo et Betty assis dans son salon, buvant son vin et planifiant sa destruction. Il ne divorcera jamais, dit Darla avec assurance.
Il est trop préoccupé par sa réputation et il ne voudrait jamais que Paige soit victime d'un scandale. De plus, il vieillit. Betty ajouta, les hommes de son âge font des crises cardiaques tout le temps, surtout avec tout le stress qu'il subit. Et si un malheur arrivait, tu hériterais de tout. La contribution de D'Angelo était encore plus effrayante. J'ai pensé à cette petite fille rondelette à l'étage. Elle poserait problème en grandissant. Les enfants intelligents posent trop de questions, remarquent trop de choses. Il vaudrait peut-être mieux qu'elle parte dans un pensionnat loin de chez elle. Graham en avait assez entendu. Ses ennemis avaient révélé toute leur stratégie. Il comptait l'isoler et finalement l'éliminer, lui et Paige, conservant sa fortune tout en détruisant l'héritage familial. Il ne le trahissait pas seulement. Il planifiait son assassinat et l'exil de sa fille. Cette nuit-là, Graham finalisa sa contre-attaque. Contrairement à ses ennemis, il ne comptait pas sur les accidents ou les coïncidences. Il utiliserait leurs propres faiblesses, désirs et peurs pour orchestrer leur destruction totale d'une manière qui ne laisserait aucun doute sur les conséquences d'une trahison de Graham Parks. La guerre allait commencer pour de bon, et Graham comptait démontrer pourquoi les soldats professionnels battaient toujours les conspirateurs amateurs. Ses ennemis avaient commis l'erreur de croyant que la gentillesse était synonyme de faiblesse, que la générosité était synonyme de vulnérabilité. Ils allaient apprendre la différence entre un homme qui choisissait la douceur et un homme incapable d'être dangereux. La phase 4 commencerait demain, et une fois terminée, tous ceux qui avaient menacé sa fille comprendraient pourquoi Graham Parks avait survécu à l'Afghanistan, contrairement à tant d'autres. Certaines leçons, il le savait, ne pouvaient être enseignées que par une force écrasante et décisive. Chapitre 4. Le piège jaillit. Le retour de Graham de son faux voyage d'affaires était un théâtre parfaitement orchestré. Il rentra chez lui dans l'après-midi avec des fleurs pour Darla et un petit cadeau pour Paige, conservant son rôle de père de famille dévoué alors même qu'il se préparait à une guerre totale. Darla l'accueillit avec une affection enthousiaste qui aurait pu être convaincante s'il ne l'avait pas vu dans les bras d'un autre homme quelques heures plus tôt. « Tu m'as tellement manqué », dit-elle en le serrant dans ses bras avec ce que Graham reconnut comme une passion digne d'un spectacle. « Chicago semblait être d'accord avec toi. Tu as l'air plein d'énergie. » Elle avait raison sur son énergie, mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. Graham sentait la même intensité concentrée qu'il avait éprouvée avant les grandes opérations militaires. Chaque sens était exacerbé, chaque détail parfaitement clair, chaque émotion canalisée vers un objectif stratégique. L'affaire s'est mieux passée que prévu, répondit Graham en lui rendant son étreinte tout en énumérant mentalement tous les mensonges qu'elle avait proférés pendant son absence. Je pense qu'on devrait fêter ça. Peut-être inviter des amis à dîner ce week-end. L'enthousiasme de Darla s'est légèrement atténué. Les réunions sociales signifiaient exposition, témoins, complications potentielles pour sa tromperie soigneusement élaborée. Oh, peut-être devrions-nous rester discrets. Un dîner en famille, juste nous. Bien sûr, Graham était d'accord. La famille, c'est ce qui compte le plus. Ce soir-là, Graham mit en œuvre la première phase active de sa contre-attaque. Grâce à ses relations d'affaires, il fit en sorte qu'Elite Fitness reçoive une plainte anonyme pour comportement inapproprié entre le personnel et les clients, citant spécifiquement D'Angelo Lawson. La plainte était suffisamment détaillée pour déclencher une enquête immédiate, mais pas au point d'impliquer directement Darla. L'avantage de cette approche résidait dans sa possibilité de déni plausible. Même si D'Angelo soupçonnait l'implication de Graham, il ne pouvait le prouver sans révéler l'affaire, ce qui aurait détruit la sienne. Position à la salle de sport. La plainte a contraint D'Angelo à adopter une posture défensive, le rendant réactif plutôt que proactif dans sa relation avec Darla. Simultanément, Graham a entamé la deuxième phase de sa campagne de guerre sociale. Il a commencé à faire des apparitions stratégiques lors d'événements caritatifs et d'événements professionnels, mais sans Darla et Betty. Interrogé sur leur absence, il a exprimé ses inquiétudes quant aux problèmes de santé familiaux qui nécessitaient leur attention, créant une impression d'instabilité sans portée d'accusation précise. L'effet a été immédiat et dévastateur pour le statut social des deux femmes. Dans leur riche banlieue, la réputation était monnaie courante, et l'apparente distanciation de Graham envers sa femme et sa belle-mère a immédiatement suscité des spéculations sur un scandale. Les invitations ont cessé d'arriver. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse, et leur réseau social soigneusement entretenu a commencé à les traiter avec une distance polie mais manifeste. Mais la décision la plus cruciale de Graham concernait sa fille. Il a commencé à passer plus de temps avec Paige, l'invitant à dîner, l'aidant à préparer ses candidatures à l'université et, surtout,
a consigné soigneusement chaque commentaire ou acte cruel de Darla et Betty à son égard. Il a installé des appareils d'enregistrement discrets partout. Leur maison, créant une vaste archive de violences psychologiques qui se révélerait dévastatrice en cas de procédure judiciaire. Les enregistrements ont révélé l'ampleur réelle de leur cruauté. Darla disait régulièrement à Paige qu'elle avait de la chance d'avoir l'argent de Graham pour subvenir à ses besoins, car personne d'autre ne voudrait s'occuper de quelqu'un comme vous. Betty était encore pire, faisant des commentaires sur l'apparence, l'intelligence et les perspectives d'avenir de Paige qui auraient été considérées comme de la torture psychologique dans un contexte militaire. Le plus dommageable fut une conversation entre Darla et Betty, enregistrée par Graham alors qu'il pensait que Paige et lui étaient tous les deux sortis de la maison. Elle devient un vrai problème, a déclaré Darla, en parlant de leur fille. Graham pense qu'elle est une sorte de génie, mais je ne vois qu'une fille grosse et maladroite qui me fait passer pour une mauvaise personne. Les filles intelligentes sont les pires. Betty était d'accord. Elle posait trop de questions, remarquait trop de choses. Croyez-moi, ce peu va tout gâcher si nous n'agissons pas. Que proposez-vous? Un pensionnat? Loin. Quel soit le problème de quelqu'un d'autre pendant que nous profitons de la vie. Graham a écouté cette conversation de sa voiture s'est garée devant leur domicile et il a senti une douleur intense lui briser la poitrine. Ces femmes ne le trahissaient pas seulement. Elles complotaient pour exiler sa fille, la seule personne véritablement innocente de leur famille. La cruauté désinvolte dans leur voix, alors qu'elles discutaient de la destruction de la vie d'un enfant, confirmait tout ce que Graham avait besoin de savoir sur leur véritable nature. Cette nuit-là, il prit une décision qui transgressait plusieurs limites légales et morales, mais qui se sentait parfaitement justifiée compte tenu de la menace pesant sur sa fille. Graham contacta Marcus Webb et autorisa la mise en œuvre de mesures extrêmes dans le cadre de leur opération de renseignement. Celle-ci comprenait l'infiltration des communications personnelles de D'Angelo, l'accès à ses dossiers financiers et une surveillance qui serait considérée comme illégale si elle était découverte. L'enquête approfondie révéla des informations qui transformèrent toute la stratégie de Graham. D'Angelo ne ciblait pas seulement Darla. Il menait une opération sophistiquée impliquant plusieurs femmes mariées, gérant minutieusement plusieurs affaires simultanément tout en tirant le meilleur parti financier de chaque relation. Il possédait des dossiers détaillés sur ses clientes, comprenant des évaluations financières, des profils psychologiques et des plans stratégiques d'exploitation à long terme. Plus important encore, l'enquête révéla que D'Angelo enregistrait ses relations intimes avec ses clientes mariées, dont Darla. Les enregistrements n'étaient pas destinés au chantage. Ils étaient destinés au divertissement, partagés avec un réseau d'autres prédateurs spécialisés dans l'exploitation de femmes au foyer riches et solitaires. Les moments intimes de Darla, ses confessions les plus vulnérables, sa trahison envers son mari et sa fille, tout cela était partagé et moqué par des inconnus. Cette découverte apporta à Graham la dernière pièce du puzzle de sa vengeance. Darla pensait vivre une liaison passionnée avec un homme qui l'appréciait pour elle-même. En réalité, elle était exploitée par un prédateur professionnel qui ne la considérait que comme un divertissement et un revenu. L'humiliation de cette révélation serait dévastatrice. Mais Graham comptait bien aggraver les choses. Il découvrit également que Betty Simpson le volait depuis des mois, utilisant des cartes de crédit qu'il lui avait fournies en cas d'urgence pour financer des jeux d'argent dans les casinos locaux. Elle avait accumulé plus de 30 000 $ de dettes tout en se présentant comme la veuve respectable qu'il avait généreusement soutenue. Sa gratitude était aussi factice que tout ce qui concernait sa famille élargie. Fort de ces renseignements complets, Graham commença à planifier ce qu'il appelait la convergence, une frappe unique et coordonnée qui révélerait toute trahison, détruirait toute tromperie et éliminerait toute menace pour le bien-être de sa fille. Contrairement à ses ennemis qui s'appuyaient sur le mensonge et la manipulation, Graham utiliserait la vérité comme arme. Parfois, il savait que la vengeance la plus dévastatrice consistait simplement à révéler les gens tels qu'ils étaient. Le dîner de famille du week-end suggéré par Darla deviendrait le théâtre de leur destruction. Graham inviterait des témoins, établirait des archives permanentes et veillerait à ce que, lorsque la vérité éclaterait, il n'y aurait aucune possibilité de déni, de négociation ou de fuite. Ses ennemis avaient passé des mois à élaborer une tromperie élaborée. Graham allait maintenant démontrer ce qui se passait lorsqu'un stratège militaire décidait de déclarer la guerre à des conspirateurs amateurs qui avaient sous-estimé ses capacités et son engagement à protéger son enfant. Chapitre 5. L'orage se prépare. Graham passa la semaine suivante à mettre en œuvre ce que les stratèges militaires appellent la préparation du champ de bataille, organisant tous les éléments nécessaires à une victoire décisive tout en maintenant l'apparence d'opération normale.
Ses ennemis ignoraient totalement que chacun de leurs faits et gestes était surveillé, enregistré et utilisé contre eux dans un piège élaboré. De leur propre invention. La surveillance avait révélé que Darla et D'Angelo avaient prévu quelque chose de spécial pour le week-end à venir. Graham étant censé assister à une autre réunion d'affaires, ils comptaient passer une nuit entière ensemble chez eux. Une façon de célébrer ce qu'ils croyaient être leur supercherie réussie. Betty serait présente pour superviser Paige, même si les enregistrements montraient clairement que son véritable rôle consistait à s'assurer que l'adolescente reste isolée et démoralisée pendant que sa mère affichait sa liaison au domicile familial. Graham utilisa ses relations d'affaires pour préparer la couverture parfaite à sa contre-attaque. Il fixa une réunion d'affaires officielle pour le samedi matin, lui fournissant un alibi documenté tout en faisant croire qu'il serait indisponible de tout le week-end. Le soulagement de Darla était visible lorsqu'il l'informa de ses plans. Elle rayonnait d'impatience face à sa trahison. Pendant ce temps, Graham avait discrètement contacté des personnalités clés de leurs réseaux sociaux et professionnels. Il organisa plusieurs visites surprises de membres de sa famille, d'amis, de partenaires et de dirigeants locaux. Des personnes dont l'opinion avait un poids important dans leur hiérarchie sociale de banlieue. Ces personnes étaient invitées à passer pour des visites informelles au moment où Graham était présent. Il savait que Darla et D'Angelo seraient ensemble, ce qui multiplierait les occasions de se mettre en avant et de s'humilier. L'élément le plus crucial du plan de Graham concernait sa fille. Paige était de plus en plus renfermée, souffrant visiblement des violences psychologiques constantes de sa mère et de sa grand-mère. Graham devait la protéger de la confrontation à venir tout en s'assurant qu'elle ne soit pas responsable de la destruction de leur famille. Il s'était arrangé pour que Paige passe le week-end avec la famille de sa meilleure amie. Sous prétexte de travailler sur un projet scientifique, mais en réalité pour l'éloigner du champ de bataille. Avant son départ, Graham eut avec sa fille une conversation à multiples fins. « Paige, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive dans les prochains jours, tu es la chose la plus importante de ma vie, » lui dit-il alors qu'ils étaient assis dans son bureau. « Tu es brillante, belle et capable de tout ce que tu choisis. Ne laisse personne te convaincre du contraire. »« Papa, tout va bien ?» demanda Paige, son intelligence percevant immédiatement la tension sous-jacente. « Toi et maman, vous semblez différents ces derniers temps. » Graham pesa ses mots avec soin. Parfois, les adultes font de mauvais choix qui ont des conséquences pour tous ceux qui les entourent. Quand comme cela arrive, le plus important est de protéger les personnes qui comptent le plus. Il serra fort sa fille dans ses bras, sachant que ce serait peut-être leur dernière conversation normale avant un bon bout de temps. Une fois cette conversation terminée, leur famille aurait complètement changé, mais Paige serait en sécurité, valorisée et libérée de la guerre psychologique qui avait miné son estime de soi. Après le départ de Paige pour la maison de son ami, Graham mit en œuvre la phase finale de son opération de surveillance. Il installa des caméras dans toute la maison pour capturer sous tous les angles la trahison à venir. Tandis que Marcus Webb coordonnait la surveillance externe pour suivre les déplacements de chacun, chaque conversation, chaque moment intime, chaque commentaire cruel sur Paige serait enregistré en haute définition. Le samedi matin arriva avec des nuages d'orage inhabituels à l'horizon. Une coïncidence météorologique que Graham trouva symboliquement appropriée. Il s'habilla pour sa réunion d'affaires avec un soin particulier. Sachant que les enregistrements de la journée seraient visionnés par des avocats, des juges et potentiellement les médias, il devait ressembler exactement à ce qu'il était, un homme d'affaires prospère et un père dévoué, systématiquement trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. La réunion d'affaires. L'incident était légitime mais bref, offrant à Graham un alibi solide et lui permettant de rentrer plus tôt que prévu. Alors qu'il rentrait chez lui, les nouvelles de Marcus confirmèrent que tout se déroulait exactement comme prévu. Darla avait invité D'Angelo vers midi, tandis que Betty s'était postée dans la maison d'hôte pour guetter toute arrivée inattendue. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Graham avait invité plusieurs personnalités de leur communauté à des visites informelles tout au long de l'après-midi et de la soirée. La première vague comprenait le pasteur Monroe Mseke, de leur église, et son épouse, qui siégeait avec Darla au conseil d'administration de plusieurs organisations caritatives. La deuxième vague concernait les associés de Graham et leurs conjoints, des personnes qui avaient investi des millions de dollars dans des entreprises, notamment par respect pour la personnalité et le jugement de Graham. Le dernier élément concernait les médias locaux. Graham avait cultivé des relations avec plusieurs journalistes d'investigation au fil des ans, leur fournissant des informations sur la corruption et la fraude dans le secteur de la construction. Il allait maintenant leur livrer un autre type d'histoire, celle de la maltraitance psychologique systématique d'un enfant et de la tromperie élaborée qu'il avait rendue possible.
En arrivant dans son allée, Graham put voir la voiture de luxe de D'Angelo était garée derrière la maison, délibérément dissimulée à la vue de la rue. L'arrogance était stupéfiante. Ils étaient si sûrs de leur supercherie qu'ils avaient négligé de se dissimuler. Par la fenêtre, il pouvait voir du mouvement dans son salon. Sa femme et son amant s'installaient confortablement dans la maison qu'il avait construite de son propre travail et de ses sacrifices. Graham resta assis dans sa voiture un instant, ressentant le même calme et la même concentration qu'avant les grandes opérations de combat. Tout était en place, toutes les éventualités étaient prévues, toutes les issues de secours fermées. Ses ennemis avaient construit leur propre destruction par leur choix, leur cruauté et leur sous-estimation de l'homme qu'ils avaient trahi. Les nuages d'orage au-dessus de leur tête commencèrent à libérer les premières gouttes de pluie tandis que Graham se dirigeait vers sa porte d'entrée, clé en main. En termes militaires, c'était le moment où la planification minutieuse cédait la place à l'action décisive. Tout ce qui allait suivre allait déterminer non seulement son avenir, mais aussi la sécurité et le bien-être de sa fille. En attrapant la poignée de la portière, Graham s'accorda un dernier instant de réflexion sur l'homme qu'il avait été avant cette trahison. Généreux, confiant, prêt à croire le meilleur des gens qu'il aimait. Cet homme était sur le point de mourir, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux pour ceux qui menaçaient sa famille. La guerre allait commencer, et Graham Parks avait l'intention de la gagner de manière décisive. Chapitre 6. Le jugement dernier. Graham ouvrit sa porte d'entrée avec une désinvolture délibérée, criant « Je suis rentré », comme s'il revenait d'une réunion d'affaires ordinaire. Les bruits provenant de son salon, conversations, rires, tintements des verres à vin, s'arrêtèrent brusquement. Il entendait des murmures pressants, le brouhaha des mouvements, la panique des gens pris dans une position compromettante. « Une minute », répondit Darla d'une voix tendue par une gaieté forcée. « Je ne vous attendais pas si tôt. » Graham accrocha son manteau dans le placard, prenant son temps, laissant la peur monter. Grâce aux caméras cachées, il pouvait observer D'Angelo rassembler frénétiquement ses vêtements tandis que Darla s'efforçait de ranger le salon et d'effacer toute trace de leurs activités de l'après-midi. La panique était magnifique à observer. Des prédateurs découvrant qu'ils étaient tombés dans le piège d'un chasseur. « Pas de problème », répondit Graham d'une voix imprégnée du même calme mortel qui avait précédé chaque frappe stratégique de sa carrière militaire. « Prends ton temps. » Il entra dans sa cuisine et se servit un verre d'eau, remarquant la bouteille de vin coûteuse sur le comptoir, un millésime de sa collection personnelle que Darla avait ouvert pour le partager avec son amant. Le vol accidentel de ses biens, trahissant son mariage, constituerait un excellent détail pour la procédure de divorce. Lorsqu'il entra enfin dans le salon, D'Angelo avait disparu, probablement caché quelque part dans la maison, tel le lâche qu'il était. Darla se tenait près de la fenêtre, vêtue d'une robe de soie par-dessus des vêtements assemblés à la hâte, les cheveux en bataille et le maquillage maculé. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme d'âge mûr prise dans une liaison arrangée. « Darla », dit Graham doucement. « On doit parler de quoi ?» répondit-elle, tentant de défier, mais incapable de soutenir son regard. « Je me détendais simplement devant la télévision. » Graham hocha la tête pensivement, puis sortit son téléphone et écouta un bref extrait audio. La voix de Darla, enregistrée ce matin-là, racontait à D'Angelo combien elle était heureuse d'avoir enfin un vrai homme dans leur lit. Le son de ses propres mots sembla la frapper physiquement, la faisant disparaître de son visage. « Où est-il » demanda Graham, la voix toujours parfaitement calme. « Je ne sais pas quoi. » D'Angelo Lawson, 34 ans, employé chez Elite Fitness, se cache actuellement quelque part chez moi après avoir passé l'après-midi avec ma femme dans mon lit. Le ton de Graham ne changea pas, mais chaque mot lui portait l'effet d'un coup de poing. « Où est-il » Darla perdit tout son sang-froid. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle réalisa l'étendue de ses connaissances. « Graham, s'il te plaît, je peux t'expliquer. » « Pas besoin d'explication, » l'interrompit Graham. « J'ai les enregistrements de chaque conversation, les photos de chaque réunion, les relevés financiers de chaque dépense. Je suis au courant des chambres d'hôtel, des dîners au restaurant, des cadeaux que tu lui as achetés avec mon argent. Je suis au courant de l'implication de ta mère, de ses dettes, de ses mensonges. Je suis au courant de tes projets pour Paige, de l'éloigner pour que tu puisses profiter de ta nouvelle vie sans avoir à élever ma fille. » Chaque révélation frappait Darla comme un coup de poing. Elle tituba en arrière, s'agrippant au rebord de la fenêtre pour se soutenir, tandis que l'ampleur de son exposition devenait évidente. « Mais le plus important, » poursuivit Graham en fouillant dans la poche de sa veste. « Je suis au courant.
Il sortit une tablette et lui montra une vidéo. Des images d'elle et d'Angelo dans des situations intimes, clairement enregistrées à son insu. Son propre visage la fixait sur l'écran, capturé dans des moments qu'elle croyait intimes et romantiques. Ton petit ami a tout enregistré, expliqua Graham. Chaque rencontre, chaque confession, chaque moment de faiblesse, puis il partage ses enregistrements avec ses amis pour le divertissement. Tu es plutôt populaire dans certains cercles en ligne. La femme au foyer désespérée qui pensait avoir trouvé le grand amour. Les jambes de Darla cédèrent. Elle s'effondra sur une chaise, les mains sur son visage, tandis que l'ampleur de son humiliation devenait évidente. Elle n'avait pas seulement trahi son mariage. Elle avait été manipulée, utilisée et humiliée publiquement par un homme qu'elle croyait amoureux d'elle. Il m'a dit qu'il m'aimait, murmura-t-elle. Il l'a dit à tous ses clients, répondit Graham. Tu n'es pas spéciale, Darla. Tu n'es qu'une autre femme au foyer solitaire qui a confondu service professionnel et affection sincère. La sonnette de la porte d'entrée retentit, interrompant leur conversation. Graham regarda sa montre. Le timing était parfait. Il s'agissait du pasteur Mseke et de sa femme. Ils passent pour discuter de la prochaine collecte de fonds de l'église. Celle que tu as aidé à organiser, les yeux de Darla s'écarquillèrent d'horreur. Tu ne peux pas les laisser me voir comme ça. Pourquoi pas, demanda Graham. C'est qui tu es vraiment? Tes amis ne devraient-ils pas savoir la vérité sur la femme à qui ils ont confié leurs œuvres caritatives? S'il te plaît, supplia Darla. Je ferai tout ce que je peux. J'en finirai avec D'Angelo. J'irai voir un thérapeute. C'est trop tard pour ça, dit Graham en se dirigeant vers la porte d'entrée. Tu as déclaré la guerre à ma famille en agressant ma fille. Maintenant, tu en subis les conséquences. Il ouvrit la porte pour saluer le pasteur Mseke et sa femme, deux personnalités importantes de leur communauté dont les opinions avaient un poids considérable dans leur cercle social. Leur choc de retrouver Darla dans cet état fut immédiatement perceptible, tout comme leur il éprouva un profond malaise lorsque Graham expliqua calmement qu'il avait découvert la liaison de sa femme et qu'il avait besoin d'un accompagnement spirituel pour savoir comment procéder. L'épouse du pasteur, Nidita Bar, était connue dans toute la communauté pour son sens aigu du scandale et son incapacité à garder des secrets. En quelques heures, la nouvelle de la révélation de Darla se répandit dans toutes les églises, associations caritatives et cercles sociaux qu'ils avaient fréquentés. Alors que le couple religieux peinait à digérer la situation, Graham s'excusa pour aller vérifier d'autres affaires chez lui. Il trouva D'Angelo caché dans la chambre de Paige, une infraction qui ajouta une couche de rage supplémentaire à la colère soigneusement maîtrisée de Graham. L'homme était partiellement vêtu, prévoyant visiblement de s'enfuir par la fenêtre comme un vulgaire criminel. « Vous allez quelque part ?» demanda Graham depuis l'embrasure de la porte. D'Angelo se retourna, son visage affichant la même panique que Graham avait observée chez les combattants ennemis lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils étaient encerclés. « Écoute, mec, ce n'est pas ce que tu crois. Je pense que tu es un prédateur professionnel spécialisé dans l'exploitation des femmes mariées à des fins lucratives. » Graham dit, « Je crois que vous avez enregistré des rencontres intimes avec ma femme et que vous les avez partagées avec d'autres dégénérés pour le divertissement. Je crois que vous m'avez volé, menti et comploté pour faire du mal à ma fille. Qu'est-ce que j'ai mal compris ?» Le regard de D'Angelo se porta vers la fenêtre, calculant les issues de secours. Mais Graham s'était positionné pour bloquer la seule issue de la pièce, et son entraînement militaire le rendait bien plus dangereux que ce beau gosse coach sportif ne pouvait en supporter. « Voilà ce qui va se passer, » poursuivit Graham. « Tu vas descendre avec moi. Tu vas affronter le pasteur, sa femme et tous ceux qui passeront par là. Tu vas répondre honnêtement à leurs questions, puis tu quitteras ma maison et tu ne recontacteras plus jamais ma femme. » « Et si je refuse ?» sourit Graham pour la première fois depuis son entrée. Une expression froide et prédatrice qui fit reculer D'Angelo involontairement. « Tu découvriras alors pourquoi j'ai survécu à 2 missions de combat alors que tant d'autres n'y sont pas parvenus. » La menace était claire, et D'Angelo était assez intelligent pour reconnaître un danger réel. Il termina de s'habiller et descendit avec Graham, où la foule grandissante des dirigeants de la communauté l'attendait, l'air de rien, avec des expressions allant du choc au dégoût. La vengeance de Graham ne faisait que commencer, mais les fondations étaient déjà posées. Ses ennemis avaient été démasqués, humiliés et condamnés à la destruction sociale. Tout ce qui allait suivre ne serait que l'achèvement systématique de leur défaite. Chapitre 7. La chute de l'Empire. Dimanche soir,
la destruction des réputations de Darla et d'Angelo était achevée. Et irréversible. Graham avait orchestré leur révélation avec une précision militaire, s'assurant que chaque personnalité clé de leurs réseaux sociaux et professionnels soit témoin de leur humiliation. L'épouse du pasteur MCK avait effectivement répandu la nouvelle exactement comme Graham l'avait anticipé, mais elle n'était qu'une voix parmi d'autres dans un chœur de révélation soigneusement orchestré. L'après-midi avait apporté un flot constant de visiteurs inattendus à la maison du parc. Les associés de Graham arrivèrent et trouvèrent d'Angelo caché dans la chambre d'un adolescent, tandis que Darla sanglotait en robe de chambre, entourée de preuves de sa liaison. Le président du conseil d'administration de l'association caritative découvrit la femme à qui elle avait confié la collecte de fonds en train de boire du vin avec son amant en pleine journée, pendant l'absence de sa fille. Les administrateurs de l'école, qui avaient salué Darla comme mère de l'année, la trouvèrent dans un état qui bafouait toutes les valeurs familiales qu'ils défendaient. Chaque révélation fut documentée, photographiée et enregistrée pour la postérité. Graham maintint son rôle de mari dévasté mais digne, acceptant la sympathie et le soutien de leur communauté tout en veillant discrètement à ce que chaque détail de la trahison de sa famille soit rendu public. De notoriété publique. D'Angelo avait tenté de sauver sa position en prétendant que la liaison n'était que physique et que Darla l'avait séduit. Mais la révélation par Graham des rencontres enregistrées a anéanti toute sympathie qu'il aurait pu susciter. Lorsque les dirigeants de la communauté ont réalisé que cet homme filmait secrètement des moments intimes avec des femmes du quartier, leur dégoût s'est transformé en fureur. Le soir venu, la nouvelle était parvenue à la direction du club de fitness d'élite, et d'Angelo s'est retrouvé immédiatement licencié et confronté à d'éventuelles poursuites pénales pour ses activités d'enregistrement. Mais le coup le plus dévastateur pour Graham est venu lorsqu'il a révélé le volet financier de la liaison. À l'aide de relevés bancaires et de relevés de cartes de crédit, il a démontré comment Darla avait financé des cadeaux coûteux, des chambres d'hôtel et des dîners au restaurant pour son amant, utilisant l'argent destiné aux dépenses du ménage et à l'éducation de leur fille. Le vol était suffisamment important pour justifier des poursuites pénales, et Graham a clairement indiqué qu'il avait l'intention d'utiliser toutes les voies de droit possibles. L'implication de Betty Simpson avait été tout aussi explosive. Confrontée aux preuves de ses dettes de jeu, de son vol et de son rôle dans la facilitation de la liaison, la femme âgée avait tenté de rejeter la faute sur tout le monde, sauf sur elle-même. L'affirmation selon laquelle elle cherchait seulement à aider Darla à trouver le bonheur tomba à plat lorsque Graham fit écouter des enregistrements de ses encouragements cruels envers Paige et de ses discussions sur son projet d'envoyer l'adolescente en pension. La réaction de la communauté au comportement de Betty fut particulièrement dure. Elle se présentait comme une veuve respectable, reconnaissante de la générosité de son gendre. Mais les enregistrements révélèrent sa véritable nature, une femme amère et vindicative, qui en voulait à la famille qui l'avait tirée de la pauvreté et considérait leur gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Le lundi matin, les deux femmes se retrouvèrent complètement isolées. Les conseils d'administration des associations caritatives demandèrent leur démission. Le comité paroissial les licencia de tous leurs postes et leur entourage les traita comme des paras. Les tentatives de Darla pour s'expliquer ou s'excuser furent froidement rejetées par ceux qui la considéraient autrefois comme une amie. Graham, quant à lui, maintint sa position de mari lésé, méritant sympathie et soutien. Sa documentation minutieuse des violences psychologiques qu'ils avaient subies envers Paige avait suscité une indignation particulière parmi les parents de la communauté, qui considéraient les agressions contre leurs enfants comme impardonnables, quelles que soient les circonstances. La procédure s'est déroulée avec une efficacité redoutable. Les avocats de Graham, forts de preuves exhaustives d'adultère, de vol et de violence psychologique envers les enfants, ont demandé le divorce à des conditions qui laisseraient Darla pratiquement sans le sou. Le contrat prénuptial qu'elle avait signé des années auparavant, à une époque où elle considérait de tels documents comme peu romantiques, protégeait les biens de Graham, tandis que le vol documenté annulait toute demande de pension alimentaire. Plus important encore pour les objectifs à long terme de Graham, les preuves de violence systématique envers Paige lui garantissaient la garde exclusive de sa fille. Les enregistrements de Darla et Betty discutant de leur projet d'éloigner Paige, combinés aux preuves documentées de leur traitement cruel, dressaient le tableau d'une guerre psychologique contre une mineure qu'aucun juge n'aurait ignorée. La situation de d'Angelo s'était encore dégradée. Son licenciement d'Elite Fitness avait été suivi d'une expulsion de son luxueux appartement lorsque sa source de revenus avait disparu. Pire encore, plusieurs de ses autres clientes avaient été identifiées grâce à l'enquête de Graham, et leur mari furieux portait plainte au civil et au pénal. L'homme qui avait autrefois vécu luxueusement de la générosité de personnes seules. Les femmes au foyer étaient désormais confrontées à la ruine financière, aux ennuis judiciaires et à l'ostracisme social.
Mais la vengeance de Graham allait au-delà de la simple dénonciation et des conséquences juridiques. Il avait soigneusement analysé ce que chacun de ses ennemis valorisait le plus, puis les avait systématiquement détruits, retournant leurs propres choix contre eux. Darla avait attaché de l'importance à son statut social et à sa réputation de mère dévouée et de leader communautaire. Elle était désormais connue du public comme une adultère ayant abusé psychologiquement de sa propre fille tout en volant l'argent destiné à son éducation. Tous les organismes caritatifs, clubs sociaux et groupes communautaires dont elle avait fait partie l'avaient expulsée par des déclarations publiques se distanciant de son comportement. Betty avait attaché de l'importance à son style de vie confortable et à sa position de matriarche respectée au sein d'une famille prospère. Elle risquait désormais d'être expulsée de la maison d'hôte, d'être interrogée sur ses dettes de jeu et d'être accusée de vol. Plus grave encore, sa propre fille la blâmait pour avoir détruit leur famille. Conscient que les manipulations et les encouragements de Betty avaient transformé une crise de la quarantaine en une trahison catastrophique, D'Angelo avait attaché de l'importance à son style de vie, sa réputation d'entraîneur à succès et sa capacité à manipuler les femmes fortunées à des fins lucratives le rendaient désormais sans emploi, mis à l'index par son secteur d'activité et confronté à de multiples poursuites judiciaires qui le mèneraient probablement à la faillite. Son image soigneusement construite de professionnel recherché avait été remplacée par la reconnaissance publique d'un criminel prédateur. L'aspect le plus satisfaisant de la vengeance de Graham était sa permanence. Contrairement au revers temporaire dont on peut se remettre, il avait veillé à ce que leur réputation soit définitivement ternie. Dans leur communauté de banlieue, où le statut social était crucial pour la réussite professionnelle et personnelle, on ne leur ferait plus jamais confiance ni ne les accepterait. Graham avait remporté sa guerre de manière décisive et complète. Ses ennemis étaient en ruine. Sa fille était en sécurité et sa propre position était plus forte que jamais. La sympathie et le respect de la communauté pour sa gestion de la situation avaient en réalité renforcé sa réputation. Tandis que leur dégoût pour ces traîtres garantissait qu'il n'aurait plus jamais à se soucier de leur influence sur sa vie ou l'avenir de sa fille. Alors qu'il se préparait à la prochaine étape de sa vie de père célibataire, Graham ressentait la profonde satisfaction d'une victoire parfaite. Ses ennemis avaient déclaré la guerre à sa famille, et ils avaient appris la différence entre combattre un homme d'affaires et combattre un soldat. Certaines leçons, Graham le savait, ne pouvaient être enseignées que par une force écrasante et décisive. Chapitre 8. Terre brûlée. 3 mois après la révélation, les ennemis de Graham étaient à divers stades de ruine, mais il n'en avait pas fini avec eux. La stratégie militaire lui avait appris que des victoires incomplètes menaçaient souvent de futures menaces, et il comptait s'assurer que Darla, Betty et D'Angelo ne posséderaient plus jamais les ressources ou les relations nécessaires pour menacer le bien-être de sa fille. Darla avait emménagé dans un appartement exigu à l'autre bout de la ville, travaillant au SMIC dans un grand magasin, après que ses tentatives de trouver un emploi professionnel aient été sabotées à plusieurs reprises par sa réputation. Le réseau d'associés de Graham avait discrètement veillé à ce qu'aucune entreprise respectable n'embauche la femme qui avait volé sa propre famille et abusé de sa fille. Chaque candidature était rejetée poliment. Chaque entretien se terminait par de vagues promesses qui ne se sont jamais concrétisées. La procédure de divorce l'avait privé de l'accès à leurs biens communs, ne lui laissant qu'une modeste indemnité couvrant à peine les besoins de base. Frais de subsistance. Le train de vie dispendieux auquel elle s'était habituée, vêtements de marque, soins spa, voitures de luxe, avait disparu, tout comme son statut social. Elle avait été forcée de vendre ses bijoux et ses effets personnels pour payer le loyer de son nouvel appartement. Mais le coup le plus dévastateur de Graham fut sa manipulation de sa relation avec Paige. Plutôt que d'interdire tout contact entre mère et fille, il s'était simplement assuré que Paige ait accès à tous les enregistrements et preuves de la trahison de Darla. Lorsque sa fille entendit la voix de sa mère la traiter de grosse et de bonne à rien et envisager de la renvoyer, Paige prit la décision de couper court. « Je n'ai plus de mère », avait dit Paige à Graham avec une froideur qui lui rappelait sa propre capacité de jugement. « J'ai quelqu'un qui m'a donné naissance, mais ce n'est pas la même chose. » Les tentatives désespérées de Darla pour se réconcilier avec sa fille se heurtèrent à un rejet total. Paige refusa les appels téléphoniques, renvoya les lettres sans les ouvrir et déclina toutes les demandes de rendez-vous. Le lien psychologique entre mère et fille. La relation que Darla aurait pu utiliser pour reconstruire sa vie a été irrémédiablement brisée par sa propre cruauté, documentée. La situation de Betty Simpson était encore plus désespérée. À 68 ans, sans revenus et lourdement endettée, elle avait été contrainte d'emménager dans une résidence pour personnes âgées à loyer modéré après que Graham l'eût expulsée de la maison d'hôte.
Ses tentatives pour entretenir son addiction au jeu l'avaient conduite à des situations de plus en plus dangereuses, empruntant de l'argent à des prêteurs abusifs qui ne partageaient pas les passions de Graham en retard de paiement. Graham avait soigneusement orchestré sa destruction financière en lui coupant l'accès au crédit et en exposant ses dettes aux agences de recouvrement. La retraite confortable qu'il lui avait offerte avait cédé la place à la dure réalité de la pauvreté dans la vieillesse, entouré d'inconnus qui ne s'intéressaient ni à son ancien statut social ni à ses liens avec la communauté. Plus cruel encore, Graham avait fait en sorte que la fille de Betty la blâme pour la destruction de leur famille. Darla, confrontée à sa propre ruine, s'était retournée contre sa mère avec un ressentiment féroce, reconnaissant que les manipulations et les encouragements de Betty avaient transformé une crise de la quarantaine en une crise totale. Catastrophe. Les deux femmes qui avaient conspiré contre Paige passaient désormais leur temps à se récriminer mutuellement, chacune accusant l'autre de leur perte commune. La destruction de D'Angelo avait été particulièrement gratifiante à orchestrer. Les accusations criminelles liées à ses activités d'enregistrement avaient abouti à une condamnation qu'il avait inscrite au registre des délinquants sexuels, mettant ainsi fin à sa carrière dans le secteur du fitness. Ses tentatives de trouver du travail dans d'autres domaines étaient constamment contrecarrées par le réseau d'associés de Graham, qui veillait à ce que les vérifications d'antécédents révèlent non seulement son casier judiciaire, mais aussi son passé d'exploitation de femmes mariées. Les poursuites civiles de ses autres victimes avaient poussé D'Angelo à la faillite. Alors que la stigmatisation sociale de sa condamnation le laissait isolé et inemployable, Graham avait appris que l'homme travaillait désormais sur un quai de chargement d'entrepôt, gagnant à peine de quoi payer le loyer d'un studio dans le quartier le plus défavorisé de la ville. La transformation d'un appartement de luxe, d'une voiture de luxe en une pauvreté et un ostracisme social était totale. Mais la vengeance la plus sophistiquée de Graham consistait à retourner la nature prédatrice de D'Angelo contre lui. Grâce à une manipulation minutieusement planifiée, Graham avait arrangé les démarches pour que D'Angelo soit approché par ce qui semblait être une autre femme au foyer riche et solitaire en quête de compagnie. En réalité, cette femme était une enquêtrice infiltrée travaillant pour l'une de ses précédentes victimes, une avocate spécialisée dans les divorces. Lorsque D'Angelo avait tenté de séduire et d'exploiter cette nouvelle cible, ses agissements avaient été documentés et utilisés pour violer les conditions de sa probation. Les ennuis judiciaires qui en avaient résulté avaient entraîné une peine de prison supplémentaire et de nouvelles restrictions à sa liberté. Chacune de ses tentatives pour reconstruire sa vie était systématiquement compromise par les conséquences de son propre comportement prédateur. Le réseau de Graham avait également permis à la famille de D'Angelo d'être au courant de ses activités. Sa mère, une femme pieuse qui avait été fière de la réussite apparente de son fils, refusait désormais de lui parler après avoir appris son traitement des femmes mariées et ses activités d'enregistrement. Ses frères et sœurs avaient coupé les ponts et ses anciens amis l'évitaient pour protéger leur propre réputation. L'isolement était total et permanent. D'Angelo, qui avait autrefois manipulé les femmes en exploitant leurs besoins de connexion émotionnelle, se retrouvait désormais complètement seul, abandonné de tous ceux qui avaient autrefois tenu à lui. Au fil de cette destruction systématique de malgré ses ennemis, Graham avait conservé son rôle de père dévoué, concentré sur la reconstruction de sa vie avec Paige. Leur relation s'était renforcée pendant la crise, car elle avait été témoin de son engagement indéfectible à la protéger de ceux qui lui voulaient du mal. Paige s'était épanouie grâce à l'attention et au soutien exclusif de Graham. Ses notes s'étaient améliorées, sa confiance avait repris et ses perspectives d'études supérieures s'étaient considérablement améliorées. Le programme d'été du MIT lui avait valu des offres d'admission anticipées de plusieurs universités prestigieuses. Graham était fier de savoir que l'avenir brillant de sa fille n'était plus menacé par ceux qui avaient perçu sa réussite comme un obstacle à leurs propres désirs égoïstes. La perception de Graham par la communauté s'était, au contraire, améliorée pendant la crise. Sa gestion digne de la trahison de sa famille, combinée à son dévouement évident au bien-être de sa fille, avait renforcé sa réputation d'homme de caractère et de principe. Les opportunités commerciales se multipliaient, d'autres hommes prospères cherchant à s'associer à quelqu'un ayant fait preuve d'une telle loyauté envers les valeurs familiales. Mais la victoire la plus importante de Graham résidait dans la certitude que ses ennemis ne disposeraient plus jamais des ressources, des relations ou de la crédibilité nécessaires pour menacer sa fille. Ils vivaient désormais en exil permanent, loin de la vie qu'ils avaient autrefois partagée, marqués et isolés par leur propre choix. Toute tentative future de contacter Paige ou d'interférer dans sa vie entraînerait des représailles immédiates et accablantes. En repensant à la destruction totale qu'il avait orchestrée, Graham ressentit la profonde satisfaction d'une campagne militaire parfaitement menée. Ses ennemis avaient déclaré la guerre à sa famille, et ils avaient appris les conséquences de sous-estimer un homme entraîné à vaincre à tout prix. La leçon était permanente, irréversible,
et servirait d'avertissement à quiconque envisagerait de menacer ce qu'il considérait comme sacré. La guerre était pratiquement terminée, mais Graham entendait s'assurer que la victoire soit totale et durable. Chapitre 9. La nouvelle dynastie. 2 ans après la destruction de ses ennemis, Graham Park se tenait dans le bureau de sa maison agrandie, examinant les lettres d'admission à l'université avec sa fille, Paige. À 18 ans, elle était devenue la jeune femme confiante et brillante qu'il avait toujours su qu'elle pourrait être. MIT, Stanford, Harvard. Toutes les universités prestigieuses du pays se disputaient l'opportunité d'éduquer la fille de Graham Parks. « Je crois que je veux le MIT », dit Paige en tenant la lettre d'acceptation qui accompagnait une bourse d'études complète. Le programme d'ingénierie est exactement ce dont je rêvais, et Boston me semble passionnant. Graham sourit avec une fierté sincère. Sa fille s'était non seulement remise de la guerre psychologique menée contre elle par sa propre mère et sa grand-mère, mais en était ressortie plus forte et plus déterminée que jamais. Les mots cruels qui l'avaient autrefois blessé lui servaient désormais de motivation pour prouver sa valeur par la réussite plutôt que de rechercher l'approbation de ceux qui n'avaient jamais mérité sa confiance. « C'est le MIT », acquiesça Graham. « Mais ta présence me manquera. Je te rendrai souvent visite, promit Paige. De plus, il faut que quelqu'un veille à ce que tu ne deviennes pas un ermite. » La vie de Graham avait en effet radicalement changé depuis sa victoire sur ces traîtres. Il avait délibérément choisi de rester célibataire, se concentrant entièrement sur son empire commercial et l'avenir de sa fille. Plusieurs femmes avaient manifesté leur intérêt pour le riche veuf, comme on le considérait désormais. Mais Graham ne voulait pas risquer d'introduire de nouvelles variables dans l'environnement stable et sûr qu'il avait créé pour Paige. Son entreprise s'était considérablement développée. En partie en raison du respect de la communauté pour sa gestion de sa crise familiale. D'autres hommes à succès ont demandé son partenariat, le considérant comme quelqu'un qui comprenait la loyauté et pouvait faire confiance à leurs investissements. L'empire de la construction comprenait désormais le développement commercial, l'investissement immobilier et les services de conseil qui avaient fait de Graham l'un des hommes les plus riches de la région. Plus important encore, il avait utilisé son influence pour créer un réseau de protection autour de sa fille qui s'étendait bien au-delà de leur communauté immédiate. Chaque université à laquelle elle avait postulé avait été discrètement contactée par des anciens influents qui devaient des faveurs à Graham. Chaque employeur potentiel dans son domaine choisi.